Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. Le parler coulé dans l'écrit, l'auteur jette l'encre sur des pages blanches. De la concurrence, la tempête s'agite, les vents fouettent notre République à la concordance, le ciel s'illumine, la paix se profile à l'horizon. Mais nous sommes au temps des vœux pieux. La République tant chantée par l'auteur, mythe ou réalité, quand laissé côtoie l'autobiographie de la concurrence à la concordance, transition démocratique vers la première République sénégalaise, l'ouvrage écrit par Dr Abdourahmane Diouf, invité de votre émission Belle Ligne. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Papa Alioune Sarr. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est une émission que je suis et j'espère être à la hauteur des autres invités. Forcément. De l'autobiographie, d'abord. Des thèmes ensuite. Vous parlez de vous, de votre enfance, de vos expériences professionnelles qui sont parfois surabondantes. Mais écrire sur soi nécessite un peu la signature d'un pacte de fidélité avec l'auteur. À quelle mesure ou bien à quelle échelle mesure-t-on la fidélité que vous aviez signée avec l'auteur qui va lire cet ouvrage-là? Alors, avec une parfaite sincérité, la partie autobiographique est une partie qui n'est pas la plus importante de l'ouvrage. En termes de volume, en termes de quantité. C'est la partie aussi qui a été la dernière à être écrite. J'ai été conseillé par des amis qui m'ont dit « Vous êtes sur le champ politique depuis un certain temps, vous avez toujours parlé pour un autre, on ne vous connaît pas réellement. » Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le tracé d'Abdourahmane, le parcours d'Abdourahmane. Nous vous suggérons d'en parler. C'est à partir de ce moment que j'ai pris la décision d'en parler. Je me suis rendu compte, vous voyez le titre, j'ai essayé de jouer avec les mots comme vous le faites très bien. Un quinquas en décimant, un quinquas parce que je suis quinquagénaire, j'ai 51 ans. J'ai fait mes trajectoires en 10 points. Et sur chaque point, j'ai essayé de donner une toute petite partie. C'est vraiment l'illiputien, ce que je donne par rapport à la bibliographie. Et c'est important, parce qu'à la page 34, Réumi était mon parti et Idrissa Seck mon candidat. J'ai travaillé sur ce projet, le projet de Réumi, avec engagement et sincérité dans le seul souci de participer au développement de mon pays. Sans aucun calcul politique, sans schéma, sans plan de carrière, je n'ai jamais rien demandé, rien. Mais est-ce qu'un rien peut-il sous-tendre un engagement politique aujourd'hui? L'engagement politique, c'est par rapport à mon pays, par rapport à la destinée du Sénégal, dont je parle abondamment dans le livre. Ce que j'ai voulu dire par ailleurs en écrivant cela, c'est que je n'étais pas dans les calculs politiciens, je n'étais pas à la recherche de postes. J'ai fait 8 ans quand même comme porte-parole d'Idrissa Seck. J'ai fait 2 élections présidentielles, 2 élections législatives, une élection locale. Je n'ai jamais été candidat à rien. J'ai juste été candidat en 2014 à la ville de Rufisque et j'explique que c'était une élection non impossible à gagner parce que je ne m'étais pas préparé en conséquence. Je n'étais même pas au Sénégal à l'époque, je suis venu il y a quelques semaines pour parler aux Rufisquois. Mais il est très rare, à mon avis, et je le dis de façon très humble, qu'on ait joué le rôle que j'ai joué dans ce parti politique et de n'avoir prétendu à aucun poste. C'est pour ça que je dirais, je travaillais pour l'ambition d'un homme, qui était une ambition sincère, c'est ce que je crois. Je travaillais aussi pour donner ma participation pour un Sénégal fécond. Ce que j'ai essayé de faire. Donc, je n'ai jamais été dans la recherche des strapontins, des privilèges, et je le dis très bien un peu partout. Moi, je n'ai jamais eu de passeport diplomatique, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas eu de carburant, je n'ai rien. Je n'ai rien que la politique m'ait donné. À mon âge, c'est difficile quand même, après un parcours de 8 ans, de pouvoir le dire. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Le rien n'est pas du rien gratuit. Le rien n'englobe pas la part de sacerdoce que j'ai à servir à mon pays. Vous faites de la politique, mais vous êtes contre la politisation de l'administration. Tout à fait. Mais on dirait que la politique vous suit partout, elle est votre ombre, elle est là. Cette politique, je suis pour la politique digne, je suis pour la politique qui m'engage. Moi, je suis un fils de la République, même si je n'aime pas cette République telle qu'elle est conçue. On aura l'occasion d'en parler. Exactement. Je suis un enfant de Rufisque, un enfant de Médine, un enfant des quartiers populaires de Guy Mouride. Et je disais l'autre jour à un ami que si moi, à l'époque, on avait demandé à mes parents de payer que ce serait 5 000 francs pour aller à l'école, je ne serais jamais allé à l'école parce qu'ils n'avaient pas ces moyens-là. Donc j'ai été façonné par la République. On m'a aidé à grandir, à comprendre que je dois travailler pour le Sénégal. Il est arrivé un moment où je dirais que je n'ai pas tout réussi, mais j'ai un niveau de réussite qui me permet d'être dans ce qu'on appelle l'élite entre guillemets du pays et je pense que j'ai une dette à rembourser au Sénégal. C'est pour ça que la politique ne me hante pas, mais la politique me poursuit. Je suis entré très tard en politique quand même, à 41 ans, 42 ans. D'habitude, les gens montent avec les jeunesses des partis, après ils sont dans les cadres, etc. Moi, je suis arrivé à 41 ans, j'étais porte-parole pour une élection présidentielle.
cet art. 8 ans après, j'ai cassé, je suis complètement sorti de la politique pour aller faire autre chose, parce que je suis un adepte des carrières alternatives. Je ne crois pas qu'on doive donner toute sa vie à la politique. Donc j'y entre quand je pense que j'ai du temps à donner à mon pays. Je ressors quand je pense que j'ai besoin du temps pour moi-même et pour ma famille. Je reviens parce que je pense qu'il y a un sacerdoce, que j'ai un rôle à jouer, que j'ai des propositions à faire. Il appartiendra maintenant aux Sénégalais de décider du sort qui sera réservé à mes propositions. Mais je ne suis pas un carriériste sans politique. Aujourd'hui, je suis revenu. Nous avons créé un parti que je dirige. Je vais faire les propositions. Oui. Ça ne veut pas dire non plus que je serai éternellement ici. La République, une ritournelle dans cet ouvrage. Mais il y a une partie qui s'appelle de l'illusion républicaine. La République du Sénégal est l'illusion? La République du Sénégal, telle qu'elle existe actuellement, c'est une illusion. Vous avez vu dans l'ouvrage, j'ai parlé d'abord de la République allogène, ensuite de la République importée. Nous avions été une colonie, nous avions été des Français, avec les 4 communes qui avaient des citoyens et les autres qui étaient sous protectorat. Déjà, ce n'était pas dans l'esprit de la République française qui traitait ses enfants en France sur un pied d'égalité, mais qui les traitait de façon différenciée au niveau des colonies. Cette République-là nous a été imposée. On nous a fait croire que nous étions membres sans pour autant y avoir un rôle à jouer. Et je le dis très bien dans le livre, il y a eu une forme de révolution qu'il y a eu entre Carpeaux et Blaise Diagne. C'était la première fois qu'on pensait des blancs mulâtres avec Carpeaux à un nègre authentique, Blaise Diagne, qui représentait les colonies. Donc on était dans la République française sans y avoir tous les droits. Après, quand nous avons pris notre indépendance, nous pensons avoir une république, mais c'est une république importée. C'est la république de De Gaulle, c'est la république du discours de Bayeux de 1946, c'est la république dont Charles de Gaulle, géant, le plus illustre des Français, mais qui n'est pas le plus illustre des Africains et des Sénégalais, qui a pensé à une république bâtie autour d'un homme. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'élection du président de la République, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc ce costume-là, taillé pour De Gaulle, pour une république française, nous a été imposé dans un premier temps. Par la suite, par paresse intellectuelle sûrement, nous l'avons totalement adapté sans pour autant essayer de l'adapter à nos réalités endogènes. Et donc nous vivons aujourd'hui sous cette République depuis 61 ans avec la pensée d'un autre, avec les constructions cervicales d'un autre, avec la façon de voir du monde d'un autre. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, la majorité des Sénégalais sont dans ce que j'appelle les angles morts de la République. Parce que cette République n'a pas été pensée pour eux, ça a été pensé pour une petite élite intellectuelle, comme vous et moi, 5%, 10, maximum 15%. Vous parlez par rapport à ces angles morts-là, la jeunesse, ceux qui ont étudié l'arabe, etc. Mais pourtant, cette République, Dr Abdourahmane Diouf, nous a voulu tant de stabilité par rapport à ce cercle de feu où le Sénégal est actuellement. La stabilité n'est pas une fin en soi. Dans ces pays-là aussi, je ne vais citer aucun autre pays, mais ce sont des pays qui vivent sous le feu de la 5e République française. Donc la stabilité sénégalaise nous vient d'ailleurs. Je ne pense pas que ça nous vient... Par exemple, de ces angles morts. Je vous donne un exemple très précis. Au mois de mars 2021, nous avons vécu ici des événements exceptionnels de gravité. Nous avons été au bord du gouffre, sans vraiment tomber dans le gouffre. Et si nous ne sommes pas tombés dans le gouffre, c'est parce que la République est sortie de la République authentique pour aller voir les angles morts, c'est-à-dire les chefs religieux, ceux qui ne sont pas naturellement dans le processus de décision de la République. Et ce sont ces gens-là, de l'angle mort, qui ont trouvé des solutions pour la République. Cela veut dire que nous sommes en train de vivre avec une République qui ne prend pas compte de tous les talents, de toutes les compétences, de toutes les intelligences qui sont en dehors d'elle. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une crise, on va les chercher. Cela veut dire que dans l'ADN de notre République propre, cette République sénégalaise que je voudrais bâtir, il y a ces gens qui sont dans l'angle mort qu'il faut aller chercher. Mais nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. À chaque fois que ça marche, c'est bon pour l'élite qui a les privilèges de la République. Et à chaque fois que ça ne marche pas, le recours est en dehors de la République. Et quand la République a fini de régler ses contradictions, on les remet dans l'angle mort. Autre illusion ou bien autre paradoxe, vous le dites dans votre ouvrage, le Sénégal est une nation qui est réelle, mais le Sénégal a un État qui est artificiel. Comment analyser ces deux choses-là qui me semblent paradoxales? Alors, c'est totalement paradoxal parce que notre République, notre État est une construction européenne, occidentale et une construction française, alors que nos nations sont endogènes.
Nous sommes des Wolofs, nous sommes des Sérères, nous avons toujours vécu en communauté, nous avons des règles sociales. Il ne faut pas penser que nous avons commencé à exister en communauté, vivre en communauté lors de la colonisation ou quand les Français sont arrivés. Nous avions des règles sociales bien établies qui nous permettaient de vivre en communauté. Oui. Donc l'État qu'on a créé n'est pas un État conforme à notre nation. Oui. On n'a pas la même histoire que les États-nations de l'Europe occidentale. Dans le livre, par exemple, je parle de la Fédération du Mali. Oui. Si vous avez la chance d'aller à Bamako et un peu partout au Mali, mais vous allez voir qu'il n'y a eu aucune différence entre vous, moi et les Maliens. C'est le même peuple, c'est la même histoire, c'est les mêmes croyances, c'est la même force d'endogénéité, c'est la même africanité, c'est la même négritude. Mais on nous a séparés par des frontières artificielles qu'on a mis en place. Donc, à partir du moment où nous avons eu un État, nous avons commencé à construire une nation. Et heureusement, le Sénégal est un pays avec un peuple intelligent qui fait, par exemple, que l'ethnicisme et le tribalisme n'a jamais prévalu. C'est ça qui fait que nous sommes en avance par rapport à beaucoup d'autres pays africains dans le processus de construction d'un État-nation. Mais globalement, en Afrique, on a des nations totalement désarticulées par rapport aux frontières artificielles qu'on leur fait. Maintenant, 60 ans après, nous n'avons plus l'excuse. Je pense que le processus d'État-nation est en marche. Vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans un pays stable, où on n'a pas de problème d'ethnie, où on n'a pas de problème de régionalisme, et où on commence à réfléchir en tant que Sénégalais. Maintenant, c'est sur la base de ces acquis-là que nous devons réinventer les systèmes et bâtir une république sénégalaise. Pas une république du Sénégal telle qu'elle existe. La république du Sénégal telle qu'elle existe, c'est l'équivalent de la république de Côte d'Ivoire, de la république de Haute-Volta, de la république du Bénin, etc. Parce que nous étions des colonies de France. Oui. La république française, elle est très bien française, elle est endogène à la France, mais notre république, nous, est une république calquée sur l'existence des colonies. C'est à nous de réinventer ça sur la base de nos valeurs, sur la base de nos croyances, sur la base de notre vécu et juste sur la base d'une réflexion que nous avons faite de nous-mêmes. Oui. Parce que nous n'avons jamais réfléchi par nous-mêmes, pour construire notre propre pays. Vous l'écrivez, mais docteur, est-ce possible d'être à la fois la porte du nationalisme et du panafricanisme? Je m'explique. À la page 30, à la page 17 réellement. Partout où je vais en Afrique, je me sens chez moi, je m'y déploie sans gêne. À la page 42, il faut ouvrir les pages, page 42, vous écrivez « Nous avons subi des agressions diverses, nous avons été pénétrés par d'autres civilisations assimilatrices et très arrogantes. L'ouverture, est-ce un crime actuellement dans un monde mondialisé en village planétaire ?» Nous appelons à l'ouverture. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des afro-souverainistes. Moi, j'ai toujours considéré que le nationalisme étroit africain ne nous mènera nulle part. Et c'est pour ça que j'ai dit le livre. Et quand je le dis, je suis très sincère. C'est-à-dire que moi, je ne me définis même plus à la limite comme Sénégalais, comme Gambien, comme Béninois. Je suis un Africain. Parce que partout où je vais, je ne vois pas la différence entre les autres Africains et moi-même. Maintenant, il y a une erreur congénitale faite par les pères de la nation en créant au début des indépendances, l'Organisation de l'Unité africaine, et en proclamant que les frontières africaines sont totalement intangibles. Ça veut dire que ce sont ceux-là même qui se sont battus pour avoir une nation panafricaine, qui dès le début... Les frontières définies depuis la conférence de Berlin. Exactement, mais je pense qu'on aurait pu s'inscrire dans un processus où les frontières restent artificielles et qu'on travaille à les enlever au fur et à mesure. Mais l'Organisation de l'Unité africaine a très tôt décrété que ces frontières-là sont intangibles. Cela veut dire que nous avons accepté, dès le début des indépendances, de nous confiner dans nos petits États nationaux. Aujourd'hui encore, nous en vivons les séquelles. Mais sur l'ouverture, moi, tout chez moi, mon parcours, je rappelle que je suis un Sénégalais de la diaspora qui est rentré très récemment. Tout dans mon parcours milite en faveur de l'ouverture. Mais l'ouverture doit avoir un socle. Le socle, c'est l'endogénéité africaine, c'est l'endogénéité sénégalaise. Il faut s'appuyer sur notre socle propre avant d'aller prendre les apports extérieurs, où qu'on puisse les prendre. Nous devons être des Sénégalais, des Africains, mais nous devons prendre du meilleur de la France. Mais parfois, docteur, ce sont des questions qui posent problème. Être sénégalais, c'est quoi alors? Parce qu'on a vu par exemple le concept de l'ivoirité, ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère dire être africain. C'est pour ça que je me définis moi comme un afro-souverainiste. Et c'est la doctrine de base de notre parti politique Awalé. C'est-à-dire, aujourd'hui,
On a les frontières nationales qui nous confinent dans des petits espaces, mais nous devons avoir l'intelligence, nos autorités politiques, de réfléchir en termes de communauté. D'ailleurs, ça commence bien. Hein? Les institutions CEDEAO, UEMOA, CEMAC, CAC, IEC, etc. ont des difficultés au niveau institutionnel. Elles n'ont pas encore donné tous les résultats escomptés, mais elles ont au moins l'avantage de commencer à bâtir des politiques communautaires. Beaucoup de gens ne s'y intéressent pas, mais toutes nos politiques sont communautaires. Aujourd'hui, en matière de commerce, on a une politique communautaire avec toute l'Afrique de l'Ouest. En matière environnementale, on a une politique communautaire. En matière sécuritaire, on a une politique communautaire, même si nous peinons encore à avoir une seule armée qui défendrait toute la région. Donc, le processus est en cours. Il faudrait que l'intégration des peuples ait le même niveau que l'intégration au niveau des États. C'est ça qui nous permettrait, c'est pour ça que je le dis dans le livre, d'avoir un parti politique panafricain, mais à circonscription sénégalaise. Et là, j'emprunte un peu au président Abdoulaye Wade, qui est quelqu'un que j'admire, qui disait à l'époque qu'il voulait être gouverneur ou préfet du Sénégal dans un grand État fédéral africain. Nous avons perdu notre latitude de penser par nous-mêmes. Vous l'aviez écrit, mais j'ai envie de citer Sartre ou bien Dr Abdourahmane Diouf. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Mais nous ne faisons rien de ce qu'on a fait de nous. Mais la faute à qui? Les politiques d'abord. Mais la faute à nous tous. Les politiques sont un élément de la société. Je n'extirpe pas les politiques de la société sénégalaise. Oui. Vous verrez que dans le livre, j'utilise toujours le nous. Oui. Et j'utilise le nous quand c'est bon, j'utilise le nous quand c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire une chasse aux sorcières. Le Sénégal, c'est une production sociale des hommes politiques et de ceux qui ne sont pas dans la sphère politique. Nous sommes tous responsables. Ce que nous nous reprochons, c'est qu'après les indépendances, nous n'avons pas suffisamment utilisé les outils qui nous permettent de gagner notre indépendance à nous-mêmes. On aurait pu accepter, par exemple, que dès le début des années 60, on s'inspire de la Ve République française. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que 60 ans après, on est l'école de Jules Ferry et pas l'école de Cheikh Anta Diop? Qu'est-ce qui nous a empêchés, durant ces 60 ans, de retracer notre histoire et de l'apprendre à nos enfants? Je dis dans le livre que toutes les histoires qu'on nous a apprises liées à notre propre vécu sont des histoires d'échecs. On nous apprend toujours que le blanc est venu, que nous avions des héros, des héroïnes, et que ces héros et ces héroïnes ont été défaits. Et qui fait que l'homme sénégalais, l'enfant sénégalais grandit avec cette idée que quoi qu'il puisse faire, il a été défait. Il sera défait par le blanc, par le colon. J'explique dans le livre que toutes ces autres nations, américaines, françaises, etc., ont aussi connu des échecs. Mais elles ont la particularité d'avoir pu sublimer ces échecs et faire en sorte que les enfants de ces pays grandissent avec l'idée qu'ils sont les meilleurs. Nous n'avons pas su faire ça. Et si nous n'avons pas pu le faire, ce n'est plus de la responsabilité du colon. On ne peut pas expliquer aujourd'hui qu'un Cheikh Anta Diop ne soit pas dans le programme scolaire sénégalais. Qu'on a continué encore à apprendre les Rougon-Macquart, à continuer à apprendre une littérature française qui n'a aucune prise, mais vraiment aucune prise, aucune efficacité sur les hommes que nous devenons. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne des auteurs modernes, africains, même s'ils ne sont pas en top, et qu'on les apprenne dans nos écoles. Nous devons nous forger pour être des Africains fiers, des nègres fiers, des Sénégalais fiers. En ce moment, nous pourrons à la limite assumer même mieux nos échecs parce que le parcours de notre vie aura été tracé par nous-mêmes. Et nous pourrions, dans cette mesure-là, assumer mieux nos échecs. Mais aujourd'hui encore, et j'en fais partie, j'écris moi comme un juriste qui a été à l'école française. J'ai appris tout mon droit avec la jurisprudence française, j'ai appris tout mon droit avec le doyen Duguid, Oriou, Burdeau, alors que nous n'avons jamais essayé de contextualiser réellement ces enseignements. Et je vais plus loin, même au niveau de la langue. Nous avons la Ve République française. On n'a pas suffisamment réfléchi pour changer. OK, ils ont un président de la République, nous avons un président de la République. Mais il n'aurait pas pu s'appeler autrement? Faire un tout petit effort? Ils ont le général des forces armées. Nous l'appelons de la même façon. Ils ont des départements, nous avons des départements. Ils ont des régions, nous avons des régions. En fait, il n'y a aucun effort intellectuel d'adaptation. On ne l'a pas baptisé. Rebaptisé. Non seulement on ne l'a pas rebaptisé, mais moi maintenant, mon idée va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on doit même s'en défaire pour créer quelque chose qui nous ressemble. Totale, hein? Mais totale. Est-ce que la mentalité sénégalaise était prête? Parce que vous lâchez une expression qui fait tilt dans votre ouvrage, nous n'aimons pas la République. Nous n'aimons pas la République et elle ne nous aime pas non plus.
Et si vous regardez la première partie de l'ouvrage, je prends des précautions oratoires en quelque sorte. Je parle du déni et de la conscience de soi. Oui. Parce que j'ai conscience que ce changement que je prône dans notre parti Awalé sera extrêmement difficile à être pris en charge avec les mentalités que nous avons. Je ne critique personne, je n'ai de préjugés sur personne, mais c'est la nature humaine qui est ainsi faite. Vous voyez qu'il y a tout un chapitre où je parle du biais cognitif. Oui. Parce que quand j'ai parlé de cette idée pour la première fois à l'UGB en décembre de l'année dernière, il y a eu un tollé. Beaucoup d'intellectuels, par exemple, ont réagi. Et j'ai essayé de me mettre à leur place. Je me suis dit, moi, je suis docteur en droit, j'enseigne, je fais beaucoup de choses, je fais partie de l'élite, entre guillemets, sénégalaise. Et dans tout mon parcours, on m'a dit, vous faites partie des meilleurs. Après avoir fait un parcours aussi intéressant, je ne peux pas concevoir, le jeu là, ce n'est pas moi, mais c'est l'homme sénégalais, je ne peux pas concevoir qu'on me dise du jour au lendemain, maintenant la langue officielle, ce n'est plus le français, c'est l'arabe. Parce que si demain la langue officielle n'est plus le français, c'est l'arabe, moi, élite, je deviens automatiquement analphabète. Ouais. Et je laisse la place aux autres. Et c'est ce que j'appelle le biais de l'aversion de la dépossession, c'est les intellectuels. Parce qu'ils ont tous eu un parcours brillant, ils ne pensent pas qu'on doive changer de système qui les mettrait, eux, en marge de la société. Et c'est le biais, c'est ça le biais de l'aversion, de la dépossession, chez les intellectuels. Ouais. Nous avons aussi le biais du statu quo, j'en parle. Ouais. Nous sommes un pays qui fait partie des 25 les plus pauvres du monde, qui n'avance pas, qui ne réussit pas, qui accumule les échecs, mais où on vous dira toujours qu'il ne faut pas réformer parce qu'on a toujours fait comme ça. Nous sommes le pays du toujours on a fait comme ça. Mais qu'un Français, un Japonais ou un Américain vous le dise, vous pouvez le comprendre parce que son statu quo le valorise. Son statu quo est un statu quo de réussite. Mais nous avons un statu quo d'échec et nous ne voulons pas changer. Il y a aussi ce que j'appelle le biais du rétroviseur défaillant. Nous n'avons pas de conscience historique. Ça aussi, Cheikh Anta Diop en a beaucoup parlé. Pour l'écriture d'un récit national, mais on a eu l'écriture de l'histoire du Sénégal avec mais le professeur très peu, non seulement on s'y est mis tard, mais c'est très peu suffisant. Et encore, je félicite ceux qui l'ont fait. Je félicite l'initiative, je félicite les acteurs. Mais on doit pouvoir aller encore plus loin. On doit avoir un récit national. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un récit national. Quand le président de la République du Sénégal parle, quand il fait son discours, il parle en français. Oui. Il parle à moins de la moitié de la population sénégalaise. Quand Emmanuel Macron parle, le plus analphabète des analphabètes français, la ménagère de moins de 50 ans, qui est au fin fond de la France, comprend. Il est sûr, en faisant un discours, de parler à la totalité de sa population. Ce n'est pas le cas chez nous. On parle en français et après on essaie de faire en sorte qu'on comprenne ce qu'on a dit à travers une traduction assez lapidaire. Oui, l'appareil à penser de l'ennemi est toujours là, comme dit ça. Et je ne le dis pas contre les autres, je le dis parce que j'en suis moi-même victime. Nous concevons tous en français. Nous réfléchissons tous en français. Et puisque nous travaillons avec cette langue des autres sans avoir eu le courage de changer et de réfléchir les institutions, nous ne pouvons produire qu'une pâle, mais vraiment une pâle copie de ce qui se fait ailleurs. Et avec ça, on n'atteindra jamais l'émergence et on ne sera pas des peuples fiers. Restons sur les biais de statu quo. Peut-être le statu quo profite aux politiques qui n'en font pas maintenant un sacerdoce, mais un métier, c'est la réalité toute faite, docteur Abdourahmane. Oui, mais j'aimerais pas qu'on s'acharne sur les politiques. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, dans l'échelle, il y a la hiérarchie, il y a ceux qui impulsent, ceux qui donnent le métronome au tempo. Tout à fait. Vous voyez, il y a aussi une section que je consacre aux acteurs. Oui. Parce que je me suis rendu compte que ce que je propose, au-delà des biais cognitifs qu'il faudra corriger, il faut un jeu d'acteurs pour la conduite du changement. Et là, vous voyez, je fais quand même la topologie des acteurs. Je parle de l'homme politique, je parle des gens de la société civile, je parle de ceux qui se proclament apolitiques, je parle à tout le monde. Et chacun doit y mettre du sien. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas une race d'hommes politiques sénégalais qui est dans une chambre et qui complote contre le peuple. Le peuple fait partie du complot qui fait que nous ne sommes pas une nation émergente. Donc nous devons tous changer. L'agent de l'administration, il y a 300 000 agents de l'administration, non même pas 300 000, 150 000 à peu près agents de l'administration au Sénégal qui travaillent pour 17 millions de personnes. Il faut que cette administration-là soit une administration de mission. Il faut que les mentalités changent. Il faut que cet agent de l'administration-là comprenne qu'il n'existe que parce qu'il y a un secteur privé performant qui lui permet d'avoir des impôts et qui lui permet de se payer son salaire et d'être au service du public. Il faut que cet agent de l'administration comprenne que l'auto-entrepreneur du secteur informel qui est dans l'angle mort, qui n'a pas fait l'école française, qui n'est pas pris en charge par le ministère de l'économie parce qu'il est dans l'informel, participe à sa prospérité
et à la grandeur de la nation. Donc je ne voudrais pas qu'on prenne les hommes politiques comme des gens à part qui complotent contre le peuple. Maintenant, il y a un effort à faire pour qu'on ait une meilleure classe politique. Oui. Et la meilleure classe politique vient de l'engagement. Moi, je dis toujours aux jeunes qu'il faut qu'ils se politisent. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays qui a envie de grandir, qui a des besoins de grandeur, et qui laisse, entre guillemets, les plus médiocres d'entre nous nous diriger. Si ceux qui sont considérés comme les meilleurs, entre guillemets, ne s'engagent pas dans la voie politique, ben, ceux qui sont sur le champ vont toujours Mais on a continuer vu que à la nous diriger. politique au Sénégal, c'est une sorte de manichéisme infécond. Il y a le oui et le non qui s'affrontent, pas de compromis. Et c'est pour ça, je suis très content de vous entendre dire ça, parce que dans la démocratie de concordance que je prône, je vais y revenir tout à l'heure, je prône l'opposition d'idées, qui n'est pas très connue au Sénégal. Ce manichéisme-là exécute. Je vous donne juste un exemple très banal. Moi aussi, je suis aujourd'hui un opposant au président de la République parce que sa politique ne me convient pas. La tendance d'un opposant au Sénégal, c'est que tout ce que le président de la République dit est mauvais, tout ce qu'il fait est mauvais. Et ceux qui sont aussi dans le camp du pouvoir ont tendance à considérer que les critiques de l'opposition ne sont jamais objectives. On est pour ou contre l'homme, on est pour ou contre la femme, c'est un jeu à somme nulle. Oui. Mais on peut arriver à une opposition d'idées. L'opposition d'idées fait que je ne suis pas contre Pape Alioune Sarr. Je peux être contre les idées de Pape Alioune Sarr. Le lundi, vous développez une idée, je suis contre vous. Le mardi, vous développez une idée, je suis d'accord avec vous. Je ne pourrai jamais dire je suis pour ou contre Pape Alioune. Je suis pour ou contre Pape Alioune en fonction de l'idée que vous développez. C'est ça qui fait émerger une nation, mais pas les personnes en tant que telles. Parce que si on met en avant le statut des hommes politiques, on a tendance à les bannir, à les vouer aux hégémonies, à ne même pas les écouter. Et j'ai vécu ça, je ne l'ai pas clairement dit dans le livre, mais j'ai vécu cette transition, moi, parce que je suis entré très tard en politique, comme je vous ai dit, où j'étais expert africain reconnu, où j'allais dans tous les pays. Je faisais ici des émissions dans les médias, un peu partout, et je faisais pratiquement l'unanimité. Parce que j'étais ni pour le pouvoir, ni contre l'opposition, je donnais des arguments techniques. Les mêmes arguments techniques, si je les donne aujourd'hui, il y a une moitié de la population qui ne vont pas adhérer parce qu'ils vont considérer qu'Abdourahmane est un homme politique, il est de l'opposition, on n'adhère pas à ses idées. Et la pertinence de l'idée n'intéresse personne. Et c'est pour ça que je dis, en fait, quand je dis qu'il faut partir de la concordance à la concurrence, c'est qu'au-delà des éléments opérationnels de déclinaison de cette démocratie, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, ça ne doit pas être la concurrence absolue. Ça ne peut pas non plus être la concordance absolue. Mais qu'au moins, sur les intérêts vitaux de la nation, qu'on s'y retrouve. Et c'est ça que je prône, et c'est ça l'esprit du livre, et c'est ça l'esprit de la démocratie de concordance. Oui, et c'est important, une concurrence saine ou bien une sédition. Parlons des élections locales préconisées en mandat de 7 ans, un alignement de mandat d'ailleurs pour les maires, de même que pour le président de la République. Et pour l'Assemblée. Et pour l'Assemblée nationale. Cette déconstruction institutionnelle-là est-il possible pour les élections à venir? Non, c'est déjà trop tard, parce que déjà, nous sommes dans la constitution de la Ve République. Il y a plusieurs élections à venir. En tout cas, avec cette constitution-là, ce n'est pas possible. Là, c'est justement le statu quo qu'il faut déconstruire. Moi, ce que je propose, et je le dis à la fin du livre, c'est une nouvelle République sénégalaise. Et pour une nouvelle République sénégalaise, il faut une nouvelle constituante, il faut un nouveau référendum. Et là, je précise une idée qui est claire à mon niveau, mais qui n'est pas souvent claire chez les autres. La démocratie de concordance dont je parle est un élément opérationnel de la nouvelle République sénégalaise. Ma réforme majeure, ce n'est pas la démocratie de concordance, c'est la nouvelle République sénégalaise. Maintenant, une fois qu'on a la nouvelle République sénégalaise, on peut l'opérationnaliser en intégrant une dose de proportionnel dans l'exécutif qui fait qu'on a un gouvernement de concordance. Je rappelle qu'on a déjà une assemblée de concordance, parce qu'il y a une dose de proportionnalité. Il y a une dose de proportionnalité dans les locales, donc on a des collectivités locales de concordance. Ce n'est que dans l'exécutif qu'on n'a pas encore un gouvernement de concordance, et je l'explique dans le livre. Maintenant, le schéma, il est très simple. J'ai emprunté à nos amis économistes des expressions. Ce sont les optimums. Pour moi, la nouvelle République sénégalaise et la démocratie de concordance, c'est ce que j'appelle l'optimum de premier rang. C'est l'idéal. Je travaille avec mes équipes dans le cadre de notre parti politique Awalé pour arriver à cela. C'est ça notre projet politique. Arriver à un référendum pour proposer cette nouvelle réforme des institutions. Maintenant, si ça ne se fait pas, parce que nous ne sommes pas des dictateurs non plus, nous jetons cette idée dans le débat politique. Si les Sénégalais n'aimeraient pas à mettre en œuvre cette idée, il y a un optimum de second rang.
L'optimum de second rang, c'est de conserver la constitution que nous avons actuellement, mais en diminuant les pouvoirs et les prérogatives du président de la République. Parce que cette République, entre autres, ne fonctionne pas parce que nous avons un monstre institutionnel. Là, je ne parle pas des hommes qui incarnent les institutions, mais l'institution en elle-même, elle est monstrueuse. Elle mange toutes les autres institutions. Elle fait qu'on arrive à des dérives narcissiques qui fait que nous n'avons pas une République équilibrée. Donc, optimum de second rang, on garde la constitution actuelle, on diminue les pouvoirs du président. Maintenant, si les Sénégalais nous disent, nous ne voulons ni de votre optimum de premier rang, la démocratie de concordance, ni un changement majeur dans la Constitution qui diminuerait les pouvoirs du président, ben, on a un pis-aller, c'est la troisième option que nous accepterons, c'est la Constitution telle qu'elle fonctionne au Sénégal, mais avec l'engagement que notre parti travaillera dans tous les cas à faire en sorte que les pouvoirs du président de la République ne préemptent pas les pouvoirs des autres institutions. Et il faut passer donc nous sommes très ouverts, nous sommes très démocrates, nous lançons le débat sur un certain nombre de sujets et je pense que déjà, rien que de parler de la première République sénégalaise, ça fait tilt dans les têtes et ça montre que si nous nous mettons tous ensemble, nous avons les capacités d'inventer une République sénégalaise qui nous rassemble et qui nous ressemble. Et ça passerait par le canal du vote. Le vote devrait-il être obligatoire? Posez l'interrogation dans votre ouvrage. Exactement, parce que j'avais une certitude, mais puisque je suis un homme ouvert, j'ai discuté avec les membres fondateurs du parti. Moi, j'avais la conviction au départ que le vote devait être obligatoire. Pourquoi? Parce que j'ai regardé toutes les élections au Sénégal, législatives comme présidentielles depuis l'indépendance, et j'en étais arrivé à la conclusion que nous sommes gouvernés par des minorités. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, le président Macky Sall règne sur le Sénégal, sur les 17 millions de Sénégalais, sur la base de 700 000 voix qu'il a obtenues lors d'une élection présidentielle en 2012. Ces 700 000 voix étaient l'équivalent des 26% qui l'ont amené au deuxième tour. Je précise qu'il y a des pays où il n'y a pas de deuxième tour, c'est légal, c'est constitutionnel. Donc si nous avions été dans un régime qui n'accepte pas le deuxième tour, il n'aurait jamais été élu. Mais puisque nous avons suivi la France dans cette construction de la Ve République, nous avons le deuxième tour. Et un monsieur qui a 26% de l'électorat, équivalent à 700 000 personnes, à l'époque on était 13 millions de Sénégalais en 2012, règne sur nous au détriment de tous les autres qui n'ont pas voté pour lui. Mais je trouve que c'est une minorité qui gouverne. Et c'est ça qui fait qu'on a énormément de problèmes au Sénégal, notamment le problème de la transhumance. Pourquoi les gens transhument? Je condamne fermement la transhumance. Mais pourquoi les gens transhument? Parce qu'ils ont fait un travail social important, ils ont fait des propositions qui ont été adoubées par une certaine partie de la population et de l'électorat, et parce qu'ils ont perdu d'une voix, de 2 fois, d'un pourcentage, on leur dit que pendant un temps, vous êtes exclus du processus de décision républicaine. Et on s'est dit, autant on a une proportionnelle dans l'Assemblée et dans les collectivités locales, pourquoi ne pas avoir cette proportionnelle dans le gouvernement pour y mettre toutes les nuances de l'opinion politique sénégalaise? Mais vous pensez que c'était agréable à voir que Abdou Diouf, avec le Parti socialiste, qui avait quand même eu 41% en 2000, est-ce que c'était républicain de les voir, toutes ces personnes, presque la moitié de la population sénégalaise, être totalement écartées du processus de décision parce qu'ils ont perdu au deuxième tour? Nous préconisons que toutes les intelligences soient mises ensemble. Parce que j'insiste beaucoup dans le livre pour dire que contrairement aux pays occidentaux, nous n'avons pas un pays à gérer, nous avons un pays à construire. Et puisque nous avons un pays à construire, nous ne devons laisser personne au bord de la route. C'est valable pour les angles morts, c'est valable aussi pour les hommes politiques qui sont représentatifs. On peut être représentatif sans arriver au niveau de direction suprême. À l'Assemblée nationale, on a des députés de l'opposition. Ben, ils n'ont pas gagné l'élection, mais ils sont représentatifs et le système électoral leur permet d'exister. C'est faisable au niveau du gouvernement. Maintenant, si on me demande que ce n'est pas faisable, je suis prêt à abandonner l'idée. Mais ma conviction est que nous devons mettre toutes nos intelligences ensemble pour construire ce pays. Autrement, nous serons toujours, excusez-moi, on est dans une émission en français, mais je le dis, dans le Khiro et le Ngayo. Comme vous voyez actuellement, toujours la violence, encore la violence. Il ne faut pas que les plus jeunes d'entre nous considèrent que c'est un phénomène nouveau. La démocratie sénégalaise, telle qu'elle est construite, telle qu'elle est importée de la France, a toujours créé des dualités. Partout. Là, je viens de Rufisque où j'étais dans une cérémonie. Quand on vous rappelle encore l'histoire de Rufisque, c'est toujours des dualités qui aboutissent à des violences. Et des dualités maintenant virtuelles, on va finir par là. Vous parlez également des réseaux sociaux, c'est important. Un aspect important pour les élections à venir. Il faut non pas la dictature de la pensée, mais la liberté, la démocratie un peu qui doit s'instaurer, non pas une sorte de liberté qui
qui va tout simplement finir par du libertinage, du liberticide, mais tout simplement par l'acceptation des différends qui existent entre ceux qui sont dans cet espace virtuel, mais qui doit être régulé quand même. Je suis tout à fait d'accord, je le dis dans le livre, nous sommes dans un pays où les gens doivent dire ce qu'ils pensent. Tout le monde, sans exception. Mais nous ne devons pas être dans un pays où il y a une dictature de la pensée. Nous ne devons pas être dans un pays où les gens qui ont des choses à dire renoncent parce qu'ils ont peur du lynchage au niveau des réseaux sociaux, parce qu'ils veulent protéger leur famille. C'est un élément important. Mais là où moi je voudrais insister, et si on doit terminer, c'est sur ça que je voudrais terminer, si vous voyez, je consacre une partie du livre à la presse, de façon générale, et je parle de notre absence de souveraineté. Numérique. Et vous êtes numérique. Et audiovisuel. Et nous sommes tous interpellés. Le Sénégal a aujourd'hui la chance, si vous regardez les grilles de programmes et les statistiques, nous sommes l'un des rares pays africains où ce n'est pas RFI qui a la plus grande audience. Ce n'est pas France 24 qui a la plus grande audience. Ça, c'est au crédit de la presse sénégalaise qui a su s'imposer, notamment à travers une langue vernaculaire que nous parlons tous, qui est le Wolof. Mais il y a des choses que le gouvernement doit faire. La souveraineté numérique ne voudrait pas, par exemple, je donne juste un exemple et c'est une proposition concrète que je mets sur la table. Quelle que soit l'hégémonie de Canal+, par exemple, on doit trouver un système pour que Canal+, qui diffuse au Sénégal, puisse nous donner les chaînes sénégalaises en clair. C'est juste une question de régulation. Personne n'a dit que ce n'est pas possible techniquement. C'est juste que nous ne l'avons pas demandé et nous avons donné toute notre souveraineté. Nous donnons des concessions à Canal+, qui travaille pour le Sénégal. Ça, c'est le signe d'ouverture. Mais il est inconcevable de devoir payer de l'argent à Canal pour regarder ITV sur le bouquet Canal. On doit trouver un système technique, et ça existe, pour que dans le pays de diffusion, les chaînes locales ne soient pas cryptées. C'est un élément de souveraineté. On peut en parler pour beaucoup d'autres. Je terminerai par lancer un appel. C'est un livre où je réfléchis beaucoup sur les institutions. Je parle beaucoup de droit, je parle beaucoup du système politique. Mais c'est un livre aussi qui lance un parti politique qui s'appelle Awalé, qui a beaucoup travaillé sur les 6 derniers mois et qui a lancé le parti le 30 octobre. J'appelle tous les Sénégalais qui ont les mêmes vues que nous, qui ont les mêmes pensées que nous, qui pensent, tous les Sénégalais qui pensent que nous devons avoir notre souveraineté intellectuelle, penser par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, pour qu'ensemble, nous permettions à nos enfants de vivre dans un Sénégal meilleur que celui dans lequel nous vivons nous-mêmes. De la concurrence à la concordance, transition démocratique vers la première République sénégalaise, un essai écrit par le Dr Abdourahmane Diouf. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Très belles émissions, très belles lignes que je recommande. Merci, c'est un plaisir également, chers téléspectateurs, d'être là avec Dr Abdourahmane Diouf pour son livre. La politique, c'est également l'écriture, la littérature mène à tout. Merci à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.